À la une de cette édition du journal, bientôt un mois depuis qu'à Paris, il a été annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma. Sur le terrain, rien n'est fait malgré l'insistance du président français. Si Kinshasa a appuyé cette décision, le Rwanda, lui, insiste sur la nécessité de collaborer avec l'occupant, l'AFC M23. L'enjeu de cette réouverture à suivre en début de journal. Et en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la fin prochaine de la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Elle pourrait être officiellement déclarée dans 2 jours. Mais 2 autres maladies constituent un casse-tête, le choléra ainsi que le Mpox. L'actualité en Afrique, en Guinée-Bissau, précisément, plusieurs sièges de partis politiques ont été pris d'assaut par des militaires alors que l'ex-chef d'État Umaro Sissoko Embalo a été annoncé à Brazzaville après une étape au Sénégal. Et enfin, le monde célèbre ce samedi la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Plusieurs manifestations sont organisées dans le monde. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 181 prévoyant le partage de la Palestine en 2 États. Près de 80 ans plus tard, l'État palestinien n'existe toujours pas et la région demeure en proie à de multiples conflits. Rappel historique des faits importants dans ce journal également. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. À la une, lutte contre la maladie à virus Ebola. La RDC est à 2 jours de la fin du compte à rebours. En effet, depuis le 26 septembre dernier, aucun cas d'Ebola n'a été confirmé. C'est le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui a fait cette annonce lors de la présentation du tableau épidémiologique de la RDC à la 68e réunion du Conseil des ministres. Allons croire les actions de riposte contre Ebola, le choléra et le Mpox se poursuivent dans tous les points d'entrée. Roger Kamba note également une diminution des cas de choléra dans la ville de Kinshasa à la 46e semaine. Des informations relayées par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans un compte rendu. On l'écoute. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a présenté les tableaux épidémiologiques du pays avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, le choléra ou encore les Mpox. Au sujet de la maladie à virus Ebola, il a indiqué que notre pays est à 2 jours de la fin du compte à rebours, pouvant aboutir à la déclaration de la fin de cette épidémie. Ceci s'explique par le fait que depuis le 26 septembre 2025, aucun cas n'a été notifié. Au sujet du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas. Dans la ville de Kinshasa, au cours de la 47e semaine, il a quand même été notifié quelques cas suspects. En ce qui concerne le Mpox, par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine est marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas suspects de 209 à 370. Face à ces 3 épidémies, les actions de riposte en cours et tous les dispositifs sont maintenus pour permettre de faire face aux conséquences de ces épidémies. Je le disais, la réouverture de l'aéroport de Goma est-elle vraiment une urgence humanitaire ou une décision à forte portée politique? Il y a 29 jours, le président français Emmanuel Macron annonçait la réouverture de cette plateforme de trafic aérien pour des raisons humanitaires. Mais sur place, Kinshasa et l'AFC ne parlent pas le même langage. Quel est le vrai enjeu de cette réouverture? Réponse dans ce dossier de la rédaction rendue par Jean-David Kilolo. La réouverture de l'aéroport international de Goma, fermé en raison de l'insécurité persistante dans le Nord Kivu, relance un débat majeur. Répond-elle d'abord à une urgence humanitaire ou un calcul politique? Dans une région où les conflits modifient en permanence la vie des populations et des équilibres du pouvoir, chaque décision de cette envergure porte un double sens. Pour les organisations humanitaires et les milliers de déplacés des guerres, la réouverture de l'aéroport représente bien plus qu'une simple décision technique.
C'est un acte vital. L'acheminement rapide de l'aide, l'aéroport constitue l'un des principaux corridors humanitaires vers Goma et ses environs. Lorsqu'il est opérationnel, il permet d'acheminer vivres, médicaments, abris d'urgence et équipements essentiels dans des délais très courts. L'évacuation des blessés des cas critiques, la relance des activités économiques du quotidien. Dans cette perspective, l'aéroport n'est pas seulement une infrastructure, il est un symbole d'espoir dans une région frappée par la crise humanitaire la plus grave d'Afrique. Pour autant, la dimension humanitaire ne peut masquer l'arrière-plan politique de cette décision. Dans un contexte où la ville de Goma se trouve au centre des tensions entre les forces loyalistes, groupes armés et influences régionales, la réouverture de l'aéroport est aussi un geste politique puissant. L'affirmation de la souveraineté de l'État. Permettre la reprise des vols, même limités, envoie le signal d'un État qui contrôle son territoire et qui maîtrise la situation sécuritaire. Message diplomatique, la décision intervient seulement sous l'œil vigilant de la communauté internationale, des partenaires régionaux et des grandes organisations humanitaires. C'est un indicateur du degré de stabilité réelle ou voulue de la région. La gestion de la pression de l'opinion publique. Dans un Nord Kivu où la population réclame sécurité et mobilité, la réouverture de l'aéroport peut être perçue comme une réponse politique destinée à apaiser les critiques et à renforcer la confiance dans les institutions nationales. Un enjeu militaire et stratégique, l'aéroport constitue une plateforme logistique clé pour les opérations des FARDC et parfois pour les forces étrangères présentes dans les cadres de coopération régionale. Ainsi, la décision ne peut être dissociée des intérêts politiques liés à la sécurité, à la gouvernance et à la visibilité du pouvoir central. La réouverture de l'aéroport de Goma se situe à la croisée des chemins. Elle répond à une nécessité urgente, celle de soulager les populations vulnérables, tout en résonnant dans un paysage politique complexe où chaque action est scrutée, analysée, interprétée. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de la synthèse des rapports des vacances parlementaires est à pied d'œuvre pour finaliser son travail. Alors que l'échéance du 3 décembre approche, les membres multiplient les efforts pour livrer un rapport final à la hauteur des attentes de la plénière. Un engagement salué dans la nuit par Clotilde Moutita, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, venu encourager personnellement l'équipe en pleine séance nocturne de travail. La commission synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période de juin à septembre 2025 s'est réunie à l'hôtel Memling à Kinshasa. L'objectif de cette séance technique, analyser, harmoniser et consolider l'ensemble de rapports transmis par les honorables députés à l'issue de leur mission de proximité auprès de leur base électorale. Dans un climat de travail intense, même à 23 heures passées, les membres de cette commission ne relâchent aucun effort. On a reçu un peu plus de 300 rapports de vacances parlementaires. Je crois on est autour de 323. Et il s'agit maintenant de faire la synthèse pour que le gouvernement ait une vision de la République, des problèmes de chaque province, de chaque territoire, pendant la session, de ce que les élus ont constaté lors de leurs vacances parlementaires. Malgré l'heure tardive, l'engagement est total. La République attend des résultats concrets. On a commencé déjà depuis un moment et là on est en train de finaliser. Donc on s'est regroupé dans une petite équipe de 10 personnes et on va finaliser les travaux. Donc on ne va pas beaucoup dormir. Dans ce contexte, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives de suivi strict de rapport des vacances parlementaires, a effectué une visite de réconfort surprise, saluant le sérieux de l'équipe qu'elle a trouvée à pied d'œuvre. L'honorable Clotilde Moutita les a encouragés pour leur sens du devoir et leur a renouvelé son soutien total dans cette mission stratégique pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ces travaux préparatoires visent à produire un rapport final cohérent et représentatif qui sera présenté prochainement à la plénière de l'Assemblée nationale pour servir de base aux actions parlementaires à venir. Ce processus illustre l'importance de la redevabilité et du lien entre les élus et les électeurs dans le respect des missions constitutionnelles des députés.
Et toujours à l'Assemblée nationale, la question des chaînes d'approvisionnement, de la traçabilité des matières premières est désormais indissociable de la guerre persistante dans l'Est du pays. C'est en tout cas la conviction du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, qui a pris part à une importante réunion du comité exécutif de la SADC à Durban. Devant ses pairs africains, il a dénoncé le paradoxe selon lequel les minerais stratégiques qui devraient être une source de prospérité collective pour le continent continuent au contraire d'alimenter des groupes armés actifs dans la région, notamment l'AFC M23 soutenu par le Rwanda selon la capitale Kinshasa. Intervenant pour la seconde fois devant ses homologues réunis au forum parlementaire de la SADC à Durban, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a rappelé avec force l'urgence d'aborder la question des chaînes d'approvisionnement en minerais comme un enjeu majeur de sécurité régionale. Lors de sa première intervention, il avait déjà clarifié les faits réels de la guerre dans l'est de la RDC, dont des grandes parties de 2 provinces du Kivu restent sous occupation rwandaise. Revenant hier sur les causes profondes de cette instabilité, il a dénoncé l'exploitation illicite des minerais stratégiques par des groupes armés, notamment la FCM23, soutenue par le Rwanda. Soulignant le caractère central de cet enjeu, l'honorable Boji s'est exprimé en ces termes. Hier, j'ai pris brièvement la parole pour éclairer votre lanterne sur la guerre qui prévaut à l'est de mon pays, la République démocratique du Congo. Donc, quasiment 2 provinces sont aujourd'hui sous occupation de l'armée rwandaise. J'ai également évoqué le lien intrinsèque entre l'exploitation illicite des minéraux et cette guerre aux conséquences humanitaires graves. Il a rappelé que ces ressources, au lieu de soutenir les secteurs sociaux de base, financent des réseaux criminels transnationaux et entretiennent un cycle de violence qui fragilise non seulement la RDC, mais également l'ensemble de la région. Je plaide donc pour que nous renforcions à travers nos législations nationales et nos mécanismes de contrôle régionaux un cadre de gestion des minéraux stratégiques qui ferme les portes au trafic, responsabilise les acteurs industriels et traduit la vision d'une SADC maître de ses ressources. La paix dans l'Est de la RDC n'est pas seulement une priorité congolaise. Elle est une condition essentielle pour la sécurité et la compétitivité de notre région dans l'économie mondiale, surtout dans les secteurs des minéraux stratégiques. Devant les parlementaires de la SADC, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a appelé à un engagement collectif autour de 3 axes essentiels. Adopter des législations régionales garantissant la transparence, la traçabilité et l'intégrité des chaînes d'approvisionnement en minerais. Promouvoir une intégration économique régionale inclusive afin que les minerais stratégiques profitent réellement aux populations. Et puis l'Association nationale des victimes de guerre de la RDC s'est dite indignée face à l'inaction persistante des autorités centrales lors d'une réunion qui a rassemblé des défenseurs des droits humains, des déplacés internes, des membres d'ONG et la FONAREV. Justement, cette organisation a dénoncé l'abandon dans lequel vivent toutes les différentes victimes des conflits armés. La présente note a pour objet d'alerter Madame la Première ministre sur la situation humanitaire extrêmement préoccupante des défenseurs des droits humains, rescapés et des déplacés internes ayant fui les violents combats armés et l'occupation récente de la ville de Goma et de Bukavu, actuellement installée à Kinshasa. L'Association nationale des victimes du Congo sollicite une implication urgente de la primature afin de garantir une assistance conforme aux normes nationales et internationales et d'assurer la transparence des gestions des appuis humanitaires. Mais gestion présumée des assistances humanitaires. Nous demandons une justification, présence physique des bénéficiaires qui ont été assistés par la CNDH et à quel a été le critère pour assister des prétendus défenseurs que l'officier de la protection a géré d'une manière de partialité et manque de transparence en utilisant des fausses organisations de défenseurs fictifs. C'est pourquoi nous demandons une justice répressive pour un office pour décourager les impunités exagérées à ce financement. Absence de stratégie claire du ministère des Actions humanitaires. Aucune communication officielle n'a été fournie. Conséquences: dégradation rapide des conditions de vie, malnutrition, absence de soins, insécurité,
aggravation des traumatismes psychologiques, risque accru de mortalité et maladies évitables, perte de confiance envers les institutions publiques et partenaires impliqués sur le plan institutionnel. Demander au ministre des Actions humanitaires une clarification officielle sur la stratégie nationale d'assistance aux déplacés internes, la gestion d'assurance humanitaire, les mesures prises pour prévenir la gestion, ordonner un audit rapide des fonds avec l'appui du ministère de la Justice et de la Commission nationale des droits de l'homme, ouvrir des enquêtes approfondies sur les cas de mégestion et de détournement présumé de l'assistance humanitaire des défenseurs des droits humains et des déplacés, identifier et sanctionner les auteurs afin de restaurer la confiance et garantir l'intégrité des interventions. L'Association nationale des victimes du Congo appelle Madame la Première ministre à une action urgente, coordonnée et transparente pour répondre aux besoins essentiels des défenseurs des droits humains rescapés et des déplacés internes réfugiés à Kinshasa. Les défenseurs et activistes des droits de l'homme ont été, eux, sensibilisés par le ministre Samuel Mbemba sur la vulgarisation des 2 résolutions reconnaissant les génocides congolais après l'étape justement des confessions religieuses. Dans l'auditorium du Fleuve Congo Hotel, archi-comble, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a invité les activistes et défenseurs des droits de l'homme à vulgariser les 2 résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo, qui, sans nul doute, sont l'œuvre du génie du président de la République, Félix Tshisekedi, appuyé par la distinguée première dame et la première ministre, chef du gouvernement. Intervenant lors de la cérémonie, Maître Jonas Tchumbila a indiqué que la société civile congolaise fera sienne ces résolutions pour une vulgarisation large. En outre, il a félicité le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, pour l'initiative. Nous avons l'espoir parce que là, nous avons un homme qui est devant le ministère et qui a pris ses responsabilités en main. Depuis qu'il est là, on sent le tonus qu'il a donné. Et les options qui tombent, ça indique que nous sommes dans la bonne direction avec la personne qu'il fallait. Et nous saluons l'engagement du ministre d'abord, du président de la République, de son gouvernement, vers la recherche de la justice pour le peuple congolais, mais aussi la reconnaissance du génocide congolais. Il s'est de noter que cette activité a connu la participation active de la Commission nationale des droits de l'homme, représentée par sa vice-présidente, des différentes organisations de droits humains ainsi que des personnalités du secteur de droits humains. Et autre chose, la concession minière PE 2604 exploitée par l'entreprise Chemaf en partenariat avec la GECAMINE est située près du village Kazembe-Lukwesa a été envahie vendredi dernier par des présumés exploitants artisanaux de la coopérative Miambo accompagnés d'hommes en uniforme. Un incident de plus pour cette société minière du Lualaba qui dit enregistrer des intrusions répétées depuis le début de l'année. Chemaf appelle désormais les autorités de la RDC à intervenir de toute urgence. Sur ces images aériennes tournées au-dessus du site, la partie nord-ouest de la concession apparaît sous tension. Un groupe organisé, arme au poing, encercle un conteneur servant de poste stratégique à la garde industrielle. Une équipe s'est discrètement rendue sur place. Les hommes visibles sur les images du drone sont bien des éléments des forces armées congolaises, accompagnés des responsables d'une coopérative minière artisanale locale. Tous affirment être sur une zone leur appartenant. C'est pas un site Chemaf. Ce site appartient à la GECAMINE sur le PE 2604. Et notre coopérative est en ordre avec tout le document. Et nous sommes prêts d'éprouver cela. C'est lundi devant la justice à Lubumbashi. C'est-à-dire tout le choix conteneur. Au cœur de cette contestation, Dodo Mbaya, président de la coopérative Miambo. Il avance un document présenté comme une preuve de propriété. Après vérification, il s'agit en réalité d'une fiche technique délivrée par le CIMAP, un avis administratif qui n'accorde pas des droits d'exploiter une concession industrielle. Dans le cas du permis PE 2604, propriété de la GECAMINE est formellement confiée à Chemaf. Toute activité artisanale devrait obtenir l'autorisation des concessionnaires. Une procédure ignorée, souligne maître Pascal Kabasele, conseiller juridique de Chemaf. Nous faisons régulièrement l'objet des tentatives d'envahissement. Heureusement, nous avons une sécurité chez nous ici. Les éléments de sécurité sont là pour
essayer de repousser ces différentes tentatives d'envahissement. À ma connaissance, cette coopérative a brandi un avis technique. Ils ont brandi un avis technique de la CIMAP dans lequel il est clairement dit que la zone en question se trouve dans la concession Gécamine qui est couverte par le permis d'exploitation 2604 et ce permis est en amodiation, donc la Gécamine est en amodiation avec la société Chemaf. La zone convoitée côtoie une exploitation industrielle active, une proximité jugée dangereuse par l'entreprise qui craint un scénario similaire au drame des Moulondo où plusieurs creuseurs avaient perdu la vie. Chemaf en appelle donc aux autorités nationales pour prévenir tout risque de confrontation. Je sais que nous avons un très bon président qui a toujours écouté les cris, n'est-ce pas, de ses administrés. Les administrés, ici même Chemaf fait partie aussi des administrés, donc qui a toujours écouté sa population. Ici, c'est Chemaf qui est en train de demander au président de la République de nous aider dans ce secteur-là. Donc, si le gouvernement peut vraiment nous sécuriser, pour permettre aux investisseurs de travailler en toute quiétude. Les codes miniers révisés de 2018 est clair. L'exploitation artisanale ne peut s'effectuer qu'en dehors des périmètres industriels ou avec accord préalable du concessionnaire. Mais cette nouvelle intrusion soulève de nombreuses interrogations. Les autorités peuvent-elles autoriser une activité artisanale à proximité immédiate d'une mine industrielle? L'avis du CIMAP engage-t-il l'opérateur privé sans son consentement? Ayant permis déjà à Modier, peut-il être rétribué à un tierce? Pour l'heure, aucune réponse officielle. Mais Chemaf dit redouter une escalade si rien n'est fait rapidement. Et dans le Haut-Lomami, le gouverneur Marmon Banza Mouloumé poursuit sa tournée d'inspection à Kipamba. Il a rencontré les trafiquants de poissons victimes d'extorsion plus loin à Kabombo. Il a été alerté sur la saisie d'un important lot de fils courants caténaires par des inciviques, une situation qui préoccupe les autorités provinciales. Profitant de son séjour à Kipamba, dans la chefferie de Kinkonja, territoire de Bukama, le chef de l'exécutif provincial Marmon Banza a fait une descente à l'hôpital général des références de Kinkonja, question de se rassurer de l'état de santé de M. Ngoyo Alongwa David, qui a été attaqué et blessé par l'hippopotame. Sous les explications de la responsable de l'hôpital, la délégation a remercié les professionnels soignants pour le travail. Le bâtisseur Marmon Banza a remis une enveloppe aux victimes. 11 femmes accouchées par césarienne ont été prises en charge par l'autorité provinciale. Un geste qui a rencontré la satisfaction des bénéficiaires qui ne savaient à quel point trouver les frais à payer. La délégation a visité l'ensemble de l'hôpital, précisément la salle d'opération en pleine construction. Sans foi au visage, le gouverneur a félicité la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église catholique pour le travail abattu en faveur de la population. Il promet, au nom du gouvernement provincial, un appui à cette structure. La délégation conduite par le gouverneur a reçu le comité des trafiquants de poissons et divers exerçant dans la chefferie de Kinkonja. Ce comité a demandé la sécurité car ces derniers temps, ils sont victimes de tortures par les hommes sans foi ni loi. De sa part, Marmon Banza a condamné ceux qui s'aventurent dans de telles barbaries. Il promet avec un ton fort de mettre tous les moyens ensemble avec le conseil de sécurité provincial afin de décourager ces auteurs, car la paix doit être un héritage pour tout fils de la province. À Kabondo Djanda, l'autorité du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmon, s'est rendu compte d'un lot important de fils du courant caténaire saisis dans les mains des hommes sans foi ni loi par les services de sécurité. Toute la délégation a déploré et condamné ces actes qui freinent l'élan de la société. On va passer à l'actualité en Guinée à présent. L'ancien chef de l'État Umaro Sissoko Embalo a trouvé refuge à Brazzaville après un passage au Sénégal. L'ex-chef de l'État Bissau-Guinéen a voyagé depuis le Sénégal à bord d'un avion privé affrété par l'État congolais, mais dans son pays où il a été renversé par l'armée, plusieurs sièges de partis politiques ont été assiégés par des hommes en uniforme.
En Guinée-Bissau, la tension persiste et les arrestations de personnalités politiques se poursuivent. Les principaux dirigeants de l'opposition ont été arrêtés et les sièges de plusieurs partis politiques d'opposition sont pris d'assaut par des hommes armés 4 jours seulement après le renversement du président Umaro Sissoco, actuellement en exil au Congo-Brazzaville. Les cadres et militants de ces partis politiques d'opposition dénoncent le saccage et une tentative visant à introduire des armes par force afin de privilégier des fausses informations et accusations. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Boubacar Touré, rapporte par ailleurs qu'une dizaine de jeunes ayant tenté de manifester dans la capitale ont été arrêtés. On ne sait pas pour l'instant où ils ont été menés. Entre-temps, la mission de la CEDEAO qui devait arriver ce samedi à Bissau a repoussé sa venue à lundi prochain. La veille pourtant, Embalo, le président déchu, était arrivé à Dakar avant de continuer ce samedi à Brazzaville, après des déclarations du Premier ministre sénégalais la veille, qualifiant le coup d'État de combine, visant à empêcher la proclamation de la victoire du candidat soutenu par le PIAGC, écarté lui de la course. Et je le disais dans mon sommaire, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec la Palestine, un moment pour rappeler les racines profondes d'un conflit qui traverse les générations. Dans ce commentaire que vous allez suivre, nous revenons sur les premiers événements qui ont façonné la région, éclairant un passé dont les tensions et les espoirs continuent d'imprégner encore le présent. À la fin du 19e siècle, la Palestine est une terre multiculturelle de l'Empire ottomane. Musulmans, chrétiens et juifs y vivent souvent côte à côte. Mais en Europe, un vent nouveau souffle, celui du nationalisme. Et avec lui, l'émergence du mouvement sioniste qui rêve d'un foyer juif en Palestine. Les premières vagues d'immigration démarrent. Les équilibres locaux commencent à bouger. En 1917, le Moyen-Orient est bouleversé par la Première Guerre mondiale. La déclaration Balfour marque un tournant. Londres promet son soutien à un foyer national juif tout en ayant déjà promis l'indépendance aux Arabes. Deux espoirs, une seule terre, les tensions s'installent. Sous mandat britannique, l'entre-deux-guerres voit les deux nationalismes se renforcer. L'immigration juive augmente, portée par la montée des persécutions en Europe. Les Arabes palestiniens dénoncent une perte progressive de leurs terres et de leur poids politique. Les émeutes se multiplient. De 1936 à 1939, éclate une véritable révolte arabe violemment réprimée. Après la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le monde soutient davantage la création d'un État juif. Mais la Palestine, déjà sous tension, est dépassée par l'afflux des survivants recherchant refuge. L'affrontement semble inévitable. En 1947, l'ONU propose un plan de partage du territoire. Une majorité juive l'accepte. La direction arabe palestinienne le rejette. Entre décembre 1947 et mai 1948, les pays sombrent dans la guerre civile. Le 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël est proclamée. Le lendemain, plusieurs pays arabes interviennent. La première guerre israélo-arabe éclate, marquant l'exode des centaines de milliers de Palestiniens, un événement que la mémoire palestinienne nomme la Nakba. Plus de 7 décennies plus tard, ces événements fondateurs continuent de façonner l'un des conflits le plus longs et le plus sensibles du monde. En cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'histoire rappelle combien les blessures du passé pèsent encore sur le présent. Aujourd'hui, alors que les conflits persistent et que les générations se succèdent sous le poids d'une histoire douloureuse, la Palestine demeure au cœur d'un élan de solidarité mondiale. Dans les rues, les institutions internationales, les ONG et au sein de nombreuses sociétés civiles, des voix réclament justice, dignité et un avenir où Palestiniens et Israéliens pourraient enfin vivre en sécurité et en liberté. Cette solidarité diverse et planétaire rappelle que malgré la complexité du conflit, la paix reste une aspiration universelle. Une paix qui un jour peut-être permettra de tourner la page des blessures du passé et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la région. Place au rappel des titres de ce journal à présent. Bientôt un mois depuis qu'à Paris, il a été annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma sur le terrain. Rien n'est fait malgré l'insistance du président français. Si Kinshasa a appuyé cette décision, le Rwanda, lui, insiste sur la nécessité de collaborer avec l'occupant l'AFC M23. L'enjeu de cette réouverture, vous l'avez suivi dans ce journal.
Et en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la fin prochaine de la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue du territoire national. Elle pourrait être officiellement déclarée dans 2 jours, mais 2 autres maladies constituent un casse-tête, le choléra et les mpox. Et l'actualité en Guinée-Bissau, plusieurs sièges de partis politiques ont été pris d'assaut par des militaires alors que l'ex-chef d'État Umaro Sissoko Embalo a été annoncé à Brazzaville après une étape au Sénégal. Et enfin, le monde célèbre ce jour la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Plusieurs manifestations sont organisées en leur honneur dans de nombreuses villes du monde. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 181 prévoyant le partage de la Palestine en 2 États. Près de 80 ans plus tard, l'État palestinien n'existe toujours pas et la région demeure en proie à de multiples conflits. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention et bon week-end chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.